Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, à l'occasion de l'édition 2023 de la descente des alpages, on va s'intéresser au fonctionnement particulier d'un ESAT agricole, découvrir l'univers fait de bois et d'encre d'un sculpteur chartrousin et se balader sur le plus grand alpage d'Europe. Et pour parler de ces sujets qui ont tous un point commun, cette descente des alpages prévue à Grenoble le 14 octobre prochain, j'ai à mes côtés Chris Moiroux. Bonjour Chris. Bonjour Thibault. Bienvenue, président de l'association qui organise cet événement qui fait descendre chaque année les traditions montagnardes dans les rues de Grenoble. À côté de vous, Thierry Martenon, bonjour. Bonjour. Sculpteur sur bois, installé en Chartreuse et dont les éditions Glénat consacrent un beau livre qui vient de sortir en ce début du mois d'octobre, un livre consacré à votre travail qu'on va découvrir au fil de cette émission. En face de vous, Cédric Blotio, bonjour. Bonjour Thibault. Bienvenue, responsable des activités au sein de l'ESAT du Haberg, un ESAT agricole basé dans la vallée des Entremonts en Chartreuse, qui produit notamment un fromage, le bleu, de Chartreuse, pas du Vercors, que vous nous avez amené sur ce plateau. Et puis dernier invité, Sylvain Turc, bonjour. Bonjour Thibault, bonjour à tous. Berger, sur l'un des plus grands alpages d'Europe, même le plus grand, selon les statistiques, c'est celui du Sénépi, en Isère, qui domine le plateau mathésin du haut de ses 1769 mètres d'altitude. Ça fait une trentaine d'années que vous travaillez sur ce site un peu particulier. Une trentaine d'années que je passe tout mon été là-haut. On associe souvent le terme de berger aux moutons. Vous, pour le coup, c'est les vaches que vous gardez pendant l'été. Effectivement, mais par contre, sur ma fiche de paye, c'est marqué vacher. Vacher, voilà. Ouais. Bon, c'est peut-être mais moins sinon, commun. oui, c'est un terme générique qu'on emploie aussi bien pour ceux qui gardent les moutons que les vaches. Alors, combien de vaches vous avez sur ce plus Cette grand année, on est alpage monté d'Europe 823 génisses, donc ce sont des jeunes vaches qui n'ont encore pas mis bas. C'est quoi la différence On dit qu'une vache devient vache quand elle a mis bas, c'est-à-dire qu'elle a eu un premier veau, quoi. Donc elle est soit rentrée en lactation pour une vache qui va devenir laitière plus tard, ou soit qu'elle a la lait de son petit veau pour une vache qui va produire de la viande plus tard. 800 génisses, j'imagine qu'elles ne vous appartiennent pas toutes. Non, j'en ai aucune à moi. J'ai pris l'alpage il y a 31 ans, il y avait 70 éleveurs, et maintenant il y en a 33. Mais toujours avec le même nombre de bêtes, ce qui veut bien dire que le nombre d'exploitations s'est raréfié, mais on grossit. Comment vous faites pour vous y retrouver avec plus de 800 têtes de bétail à garder pendant tout après, l'été ? c'est un peu l'habitude, mais après, j'ai tout un petit rituel tous les jours. Je fais mon petit tour, je leur fais voir l'immensité qu'il aurait offert, puisque l'alpage fait 1200 hectares, il est situé sur cette commune. Et puis après, tous les jours, je fais mon petit tour en véhicule 4x4. Je reste tout le temps sur la piste. Et puis tout le reste, je fais à pied. Et puis je regarde qu'il ne leur arrive rien. Elles sont là-haut en vacances, elles sont là-haut pour grossir. Mais quelquefois, il faut veiller au grain, qu'il n'y ait pas de porte ouverte, qu'il n'y ait pas un abreuvoir qui est bouché ou quelque chose comme ça. Il faut qu'elles aient tout à leur disposition, qu'il ne leur arrive rien et que tout se passe bien pendant toute la saison. Alors, on vous voit au milieu du troupeau. L'avantage, c'est que c'est 800 génisses, puisque ce ne sont pas encore des vaches. Vous n'avez pas besoin de les traire tous les jours. Sinon, ce serait, j'imagine, compliqué à gérer. Heureusement, oui. Non, je n'ai pas à les traire. Ce sont donc des génisses. Les gros problèmes qu'on rencontre, c'est essentiellement des problèmes aux yeux, des kératites, des choses comme ça, des problèmes à la mamelle, des problèmes de boiterie. Donc, c'est un peu moi qui joue le rôle du vétérinaire. Après, en début de saison, je dois les orienter, leur faire voir cette fameuse ces 1200 hectares qu'il aurait offert. En même temps, je gère tout l'approvisionnement en eau et en ce moment, c'est très, très important. Donc, il y a un système de pompage qui répartit l'eau sur l'alpage. Donc, c'est moi, en fonction du déplacement des bêtes, des niveaux des citernes, qui envoie l'eau d'un côté ou de l'autre pour qu'elle ne manque jamais d'eau. Vous êtes tout seul pour Je suis tout seul pour faire ça. Après, on a un groupement pastoral avec qui ça marche très bien. Il suffit de passer un coup de fil en cas de problème ou si vraiment j'ai vraiment un gros souci, le vétérinaire monte. Mais généralement, c'est pas très, très bon signe, quoi. Elle passe combien de temps sur cet alpage, les génisses ? Elle passe 120 jours, début juin jusqu'à ces jours-ci, là, puisqu'on va descendre cette semaine.
Vous faites redescendre les 800 d'un coup, comment ça se passe? Ça fait un peu le peloton du Tour de France XXL, Voilà, non? ouais. Et non, maintenant on est obligé de les descendre en 2 groupes puisqu'on a une nouvelle maladie qui est arrivée. On a été obligé de scinder l'alpage en 2. Donc cette nouvelle maladie, c'est la bestnotiose. Et donc on est obligé de séparer les positives et les négatives pour qu'elles n'aient pas de confrontation. Et du coup, on descend sur 3 jours. Vous êtes capable de classer les positives et les négatives? Alors ça, c'est pas moi qui le fais. C'est avant la montée des animaux. Elles sont toutes testées, donc on leur fait une prise de sang. Et c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on le sait que 15 jours, 3 semaines avant l'arrivée des bêtes. Donc il faut qu'on déplace une clôture, qu'on leur prévoit suffisamment de casse-croûte pour tout l'été. Bon, vous connaissez le nom de chacune de vos génisses ou pas? Il y en a certaines où je leur donne un petit nom pendant l'été, mais ce n'est pas vous qui les forcément le baptisez? nom qui leur a été donné initialement. Non, je fonctionne beaucoup avec les numéros. Et vous l'avez dit, le reste de l'année, vous n'êtes pas du tout éleveur, vous n'avez aucune bête à vous, Non, en nom propre, entre guillemets? Non, ouais. Je n'ai pas de bête à moi après le reste de l'année. Bon. Le Cénépi, donc plus grand alpage d'Europe, est aussi un lieu très prisé des randonneurs et des trailers, notamment au mois de juillet, à l'occasion d'une course célèbre dans la région, le Trail des Passerelles du Monténard, qui fait passer plusieurs milliers de coureurs. On les voit dans des paysages magnifiques sur ces fameuses passerelles, mais aussi au sommet de l'alpage du Cénépi, qui est presque aussi attractif pour les participants que ces passerelles du Monténard. Alors forcément, j'imagine que la cohabitation entre des milliers de trailers et puis vos centaines de vaches, c'est pas si évident que ça? Non, ça s'est pas fait tout seul, on va dire. On a vraiment travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs. Et à chaque fois, on a gardé un droit de regard sur leur parcours, les horaires où ils passaient, ainsi de suite. Et plein de fois, j'ai fait déplacer le tracé parce qu'à cet endroit-là, les bêtes étaient en train de chômer à cette heure-là, ou elles étaient encore pas rentrées pour du pâturage. Donc, en fait, on a tout fait pour organiser, pour que ça se passe vraiment du mieux possible. Je sais que ça ne se passe pas toujours comme ça avec tous les événements, mais disons qu'on a gardé, si vous voulez, un peu la main mise sur l'organisation, tout en gardant un peu notre intégrité, quoi. Mais vous ne rentrez pas les vaches le jour de la course, elles font partie du paysage. Elles font partie du paysage, du décor, et c'est plutôt au trailer de s'adapter et de contourner. Et on a des belles photos au niveau du col où les bêtes sont en train de chômer, donc c'est quand elles sont en train de ruminer, elles se reposent autour du point d'eau, elles sont couchées, et la course passe à côté. On a reçu 1800 coureurs quand même cette année. Il y avait 2 courses, notamment le 65 km qui passait par le sommet du Cénépi. Et elles ont contourné, les trailers ont contourné les bovins qui étaient en train de se reposer. Comme quoi c'est possible, la cohabitation, Chris, en montagne, entre les différentes activités et notamment les activités de loisirs, parce que comme le disait Sylvain, sur certains espaces, des fois c'est un peu plus compliqué entre les professionnels et puis les urbains qui viennent profiter d'un terrain de jeu à proximité. Exactement. Déjà, le dialogue doit être privilégié, mais il ne faut pas oublier qu'avant de parler de bien commun, il faut déjà respecter ceux qui sont présents, ceux qui vivent sur ces espaces naturels. Voilà, moi je dis toujours, la montagne, je la respecte d'abord, et ensuite elle se partage. Et je trouve que Sylvain illustre par son état d'esprit et par son action parfaitement bien cet adage. Vous faites du trail aussi, Sylvain? Vous avez déjà fait le trail des passerelles en tant que coureur? Alors j'en ai fait il y a très longtemps, ça ne s'appelait pas trail d'ailleurs à l'époque, mais oui, c'est tout à fait, je recoupe tout à fait ce que vient de dire Chris, c'est que voilà, il ne faut pas arriver non plus en terrain conquis. Nous, on est là, on n'est pas opposé à toutes ces actions parce qu'on a vu plein de choses naître tous ces derniers temps. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, les drones n'existaient pas. Maintenant, il y a des gens, ils viennent vous survoler avec un drone. Ben, moi, je trouve que ce n'est pas respecter les gens de venir voir à l'entrée de la porte du chalet ce qu'on est en train de faire avec son drone. Donc voilà, il y a des choses, il faut savoir dire non, dire stop, expliquer. Et puis, généralement, ça se passe quand même pas trop mal. Quand on refait, par exemple, des clôtures à certains endroits, on prend rendez-vous avec les ramasseurs de champignons, les chasseurs, les randonneurs, en leur disant où est-ce que vous voulez qu'on vous pose un passage aménagé. Alors, les passages aménagés, on a différents types. Il y a des petits passages canadiens où on peut rentrer avec une voiture, les vaches ne passent pas. Il y a des petits passages tourniquets où les promeneurs peuvent passer la clôture. Ils n'ont rien besoin de refermer. Du coup, on peut passer la clôture parce que des portes ouvertes, ça arrive malheureusement. Et des incivilités, on en a aussi un peu. Après, voilà, il suffit des fois de dire ce qu'on pense aux gens un peu d'une manière
Déterminé. Peut-être un peu, des fois, oui, il faut être un peu persuasif, voilà, pour convaincre. Bon, en tout cas, tout se passe bien, visiblement, sur l'alpage du CNMP, sur cette cohabitation. Oui, quand même, voilà, on essaye quand même que ce soit avec les chasseurs, avec les randonneurs. Voilà, on a bien de temps en temps une petite moto, un quad qui monte, on leur explique, voilà. Non, je sais que c'est pas partout pareil, quoi. Je sais, j'en entends, comme de par mon autre travail le reste de l'année, hein, je vois que sur certains alpages, c'est pas toujours très, très facile, ouais. Bon, sur les 823, il n'y a pas eu aucune ne s'est perdue cet été sur ces 1200 hectares. Non, elles ne se sont pas perdues. Par contre, j'ai fait la malheureuse rencontre avec le loup, quoi, qui m'en a mangé 2. Même les vaches sont soumises aux prédateurs. Oui, on le sait. Souvent, on n'en parle pas trop. Mais, on pense aux moutons, mais pas forcément... Voilà. Et puis souvent, ce qu'on dit pas, c'est qu'il en a prélevé 1 ou 2. Bon, passe encore. En plus, il fait du travail super bien fait. Là, il mange ça correctement, chirurgicalement, on va dire. Mais le problème, c'est tout ce qui est induit, tout ce qui est indirect, c'est les troupeaux qui deviennent sauvages, les bêtes qui sont inattrapables. Même moi, qui n'ai pas peur des bêtes, hein, je vous assure, des fois, quand j'ai besoin d'en soigner une, des fois, c'est compliqué de la faire rentrer parce qu'après, elle charge. Et les touristes aussi, surtout les touristes qui ont des chiens, d'ailleurs. Moi, je leur dis de vraiment faire attention parce qu'il est assimilé un peu aux prédateurs, quoi. Donc ça, c'est un peu compliqué à gérer, ouais. Bon. C'est nouveau. Merci en tout cas pour ce témoignage. Sylvain, il y aura le festival du pastoralisme et grands espaces en même temps, le même week-end que la descente des alpages. C'est un hasard du calendrier, Chris ? Oui, c'est aussi la volonté si vous voulez, de profiter de cette audience pour l'élargir le plus possible. Je crois qu'on n'a pas du tout les mêmes missions, mais se parler, construire ensemble des événements à Grenoble, je crois que c'est essentiel. On voit quelques images de la bande-annonce. Donc, c'est un festival du film dédié justement au métier de berger au sens large et à l'international. Est-ce que parmi les 800 vaches que vous gardez cet été, il y en a quelques-unes qui seront à la descente des alpages à Grenoble le 14 octobre ? J'ai cru comprendre, oui, qu'il y avait une vache du président, une laitière, qui allait descendre, oui, pour être traite en direct, je crois, pour les enfants. Eh bien, très bien. Elle sera donc dans le défilé qui est un peu le point culminant de cet événement, qui lui donne son caractère si particulier. Chris, chaque année, il y a des vaches d'un peu tous les massifs isérois qui arrivent dans les rues de Grenoble comme des reines. Exactement. Voilà, les stars de cette journée, ce sont avant tout les vaches. Voilà, et le défilé, ça reste un moment un petit peu exceptionnel. Voilà, avec cette année, une rumeur qui circule dans Grenoble, une vache et une chèvre envisagent de retourner dans les alpages, c'est-à-dire de prendre les bulles pour retourner dans le massif de Chartreuse. Mais ça, nous verrons bien ce qui se passe le 14 octobre. Bon, on les a vus dans le tram certaines années. Il y aura peut-être des surprises à l'occasion de cette édition. Alors, il y a ce défilé qui a lieu le samedi matin dans les rues de Grenoble, mais les vaches sont là tout au long de la journée, notamment pour faire découvrir aux familles, aux enfants, les métiers agricoles. Voilà, exactement. Les vaches, les fabrications, le fromage sont vraiment au cœur de cette journée que l'on souhaite le plus large et le plus ensoleillé possible. Il y a souvent le beau temps pendant la descente des alpages. Voilà, ça c'est un calcul Vous êtes assez... qu'on réalise de façon annuelle. Voilà, en tout cas, on espère avoir le même soleil que dans les jours qui ont précédé. Voilà. Et puis, même si, bien sûr, les vaches sont à l'honneur avec les fromages, les fabrications, la gastronomie également, la gastronomie du territoire est à l'honneur, est représentée par des chefs réputés, des meilleurs de France, des chefs étoilés. C'est le deuxième point fort de notre journée. Mais avec en plus, chaque année, quelque chose qu'on essaye d'ajouter pour donner un petit peu une singularité. Et pour cette 13e édition, on aura donc trois grandes nouveautés. La première, c'est une halle gourmande où les Grenoblois vont pouvoir découvrir justement cette gastronomie dont je viens de parler. On aura également les savoir-faire de nos montagnes qui vont être exposés, qui vont être expliqués. Voilà. Et puis la dernière chose importante, c'est un coup de projecteur sur quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est le handicap, avec donc la présence de l'équipe du FCG en rugby fauteuil. Voilà, et aussi une image forte d'inclusion avec la présence d'un ESAT agricole de Chartreuse et la présence également des médaillés au dernier Global Games, c'est-à-dire de sport adapté, qui auront été reçus quelques jours avant à l'Élysée par notre président. Il y a eu de nombreux Isérois qui ont brillé à cette compétition qui avait lieu au mois de juin à Vichy, qui est un peu les Jeux Olympiques, pour tout le sport adapté. Et puis il y a aussi une autre nouveauté que vous nous avez amenée sur ce plateau, Chris. Voilà, elle n'était pas là sur les 12 premières éditions. Non, voilà, c'est la dernière arrivée au sein de
la team Les Alpages. Voilà, c'est l'éclaireur de cette journée. En fait, c'est Alpette, c'est notre mascotte. Voilà, c'est un petit clin d'œil. En fait, à la première vache que j'ai acquise il y a quelques années. Voilà, c'est un petit clin d'œil aussi aux alpettes que l'on trouve dans les massifs alpins, puisque une alpette, c'est un petit territoire de montagne qui est adapté en fait à la vie des vaches. Et donc, c'est un petit clin d'œil aux Grenoblois et aux plus jeunes Grenoblois notamment. Bon, elle a une bonne tête. Je pense qu'elle va plaire, cette alpette, donc, qui va être la nouvelle... le nouvel emblème de cette... Voilà, notre mascotte. La mascotte de la descente des Alpages. Vous n'avez pas prévu dans les années à venir de la faire grandeur nature avec pour quelqu'un à l'instant, elle est adaptée à la taille de son public. Bon, il y a beaucoup de monde, en tout cas, chaque année à la descente des Alpages. Alors, il y a la rue de Strasbourg qu'on a vue en image. Il y aura la place Vaucanson qui permettra aussi de développer ces activités. Et puis, vous allez tenter un nouveau record du monde. Il y avait eu la tartiflette. Le gratin dauphinois, pardon, l'an dernier avec, je crois, un gratin, on le voit là en photo, de 23 mètres carrés, hein, plus d'une tonne de pommes de terre pour le réaliser. Exactement, le challenge avait été relevé brillamment par notre équipe et cette année, on leur a confié une autre mission, c'est celle de réaliser la plus grande tartiflette. Alors, certains esprits chagrins ont voulu faire une tartiflette végane. Donc nous, on pense que c'est une idée un peu curieuse puisque les deux constituants essentiels de la tartiflette sont le reblochon et les lardons. Donc nous, on ne se pose pas de questions, on va faire une vraie tartiflette traditionnelle et on invite tout le monde à venir la déguster avec nous et on est sûr qu'avec l'équipe de champions que nous avons, le défi sera relevé. Mais rendez-vous le 14 octobre. Pour que le record soit homologué, il faut la faire, mais il faut aussi la manger. Donc, Exactement, la vente pour une bonne cause. Bon, voilà, la descente des Alpages, c'est vraiment, si vous êtes sur Grenoble le samedi 14 octobre, un événement atypique. Hein. Il n'y en a pas ailleurs en France, un événement comme ça qui mêle les traditions, la montagne et puis... le savoir-faire et le bon goût également, puisque vous l'avez dit, Chris, il y a de nombreux restaurateurs ou chefs qui participent à l'événement. Alors, les savoir-faire, ça tombe bien, puisqu'on a à côté de vous Thierry Martenon, qui est un artiste, Thierry, sculpteur sur bois. Ça, c'est votre métier, mais c'est surtout votre passion, hein, depuis tout jeune, j'ai envie de dire. J'ai toujours fait ça. J'habite un petit village dans la vallée des Entremonts, et un peu par atavisme, mais... Tout le monde travaillait un peu le bois, mes grands-parents étaient agriculteurs et travaillaient tous un petit peu le bois d'une manière naturelle en fait. Après, je rajoute rarement le mot sur bois. Je suis sculpteur. Ouais, on va le voir parce que ça va au-delà effectivement de ce matériau. Votre atelier est resté là où vous avez grandi, au cœur du massif de la Chartreuse. Oui, exactement. Ouais. C'est dans un petit village qui s'appelle le désert d'Entremont et c'était la grange de mes grands-parents qui étaient des petits paysans de montagne. Et, voilà. Du coup, l'atelier est passé de... Il a gardé des vaches et maintenant, il me garde moi. Comment vous avez appris cet art? Moi, je suis autodidacte. Après, j'ai fait un petit peu des études d'ébénisterie, mais très peu. Mais je me considère comme autodidacte. En fait. Vous avez un rapport, j'imagine, particulier avec la matière, le bois notamment, parce qu'en Chartreuse, il est incontournable. Oui, j'ai des racines aussi longues que les arbres que je travaille. Et tout le monde travaille le bois, en fait. Hein. Comme je vous le disais, c'est... Enfin, enfant, j'ai toujours fait ça. Je n'ai pas souvenir de ne pas avoir eu un opinel et tailler un bout de bois. C'est quelque chose de naturel. Je me suis jamais posé la question. En fait. Alors, j'ai vu, en me penchant sur votre parcours, qu'une bonne sculpture, ça commence d'abord par un bon dessin. Ah oui. Enfin, en tout cas, chez moi. Je ne sais pas pour d'autres artistes comment ça se passe, mais moi, si vous voulez, le bois est une matière précieuse et il ne faut pas l'abîmer. Donc, attaquer bille en tête avec une tronçonneuse... Ce serait dommage, et si la sculpture est ratée, ce serait trop dommage. Donc moi, j'élimine les mauvaises idées en dessinant, en fait. Voilà, je passe beaucoup de temps à dessiner. En fait, je dessine plus que je sculpte. Et vous gardez, j'imagine, les bonnes idées qui apparaissent sur le papier pour les transformer. Il n'y en a pas souvent. J'aimerais bien qu'il y en ait plus. Mais voilà, c'est ça un peu. L'idée, c'est de garder les bonnes idées et essayer de les réaliser en bois. Bon, vous parlez de tronçonneuse, mais ce n'est pas l'outil que vous utilisez le plus pour réaliser vos œuvres? Ça peut arriver, ça dépend de l'échelle de la sculpture. Tout ce qui est monumental, je ne vais pas l'attaquer avec une gouge, je vais l'attaquer avec une tronçonneuse pour gagner un peu de temps. Ça dépend de l'échelle de la sculpture, mais j'utilise beaucoup les tronçonneuses. Hein. J'ai toute la panoplie possible et imaginable. Et après, l'outil va s'affiner en fonction aussi de la texture. Je vais utiliser des rifloirs, des choses qu'on utilisait d'une manière classique aussi en sculpture sur bois traditionnelle. Tout ce qui est poinçon, les gouges, les burins. En fait, j'ai les mêmes outils qu'un sculpteur ornementiste du XVIIe. C'est exactement pareil. Et ça, vous l'avez appris sur le
sur le tas, entre guillemets. Oui, je vous dis, après une petite période d'ébénisterie, mais très courte en fait. On vous voit là dans votre atelier en train On voit des outils, ouais. de travailler avec ces différents outils. J'imagine qu'il y a un savoir-faire particulier qu'on développe au fil des années quand on travaille une matière comme celle-là. Oui, je ne me rends pas forcément compte. En tout cas, j'essaye de créer des pièces nouvelles et je sais pas comment le dire, de m'exciter moi en premier en fait. Et du coup, je crée des techniques en fait bizarres des fois, voilà, pas forcément justement avec des outils traditionnels du bois. Vous avez joué avec le feu là, ça peut paraître bizarre dans un atelier rempli de bois. Ouais, C'est pas dangereux? Ça peut être sportif. Ouais. Mais du coup, le feu, ça marche très très bien. Ça marche. Bizarrement, ça marche super bien. Oui, on ne s'attend pas forcément à utiliser du feu pour sculpter un morceau de bois. Des brosses métalliques, des choses un peu bizarres. En fait, l'idée, c'est de s'amuser, voilà, de chercher des trucs, en fait, de m'amuser. Les sources d'inspiration, elles viennent d'où? J'ai l'impression que vos sculptures ne sont pas forcément représentatives d'un art particulier. Non, mais je suis, si vous voulez, enfin, en tout cas, moi, je suis une vraie éponge et je suis très admiratif de mes amis sculpteurs contemporains, d'amis peintres, et puis des anciens, bien sûr, comme Brancusi. Je suis un grand fan de Brancusi, Paul Klee. Toute la période du Bauhaus, c'était quelque chose qui me fascine et qui m'inspire beaucoup. Mais en vrai, beaucoup les copains, en fait. Quand on fait des expos, on côtoie des artistes contemporains et parmi eux, il y a des gens qui font des choses étonnantes et c'est des vraies sources d'inspiration. Ouais, vous ne sculptez pas des marmottes et des chamois, clairement, on voit l'univers que vous... Non, j'en serais bien incapable, mais non, je suis plutôt dans une écriture, comme vous pouvez le voir sur les images, contemporaine, abstraite. J'utilise des essences locales, pour le coup. Les bois sont très locaux, comme les marmottes, mais voilà. Donc du coup, il y a du noyer, de l'épicéa, des érables. Voilà. C'est des œuvres qu'on retrouve dans des musées internationaux, qu'on retrouve aussi dans des grands hôtels de luxe. Un petit peu, mais ça fait longtemps que je fais ça. Alors du coup, j'ai eu la chance de tout doucement... vous êtes fait un nom dans ce milieu de l'art contemporain, puisqu'on peut vous rattacher à cette famille. Quand même, vous avez un fan à côté, Chris, qui est amateur d'art et qui apprécie le travail de Thierry. Alors, Thierry est très modeste, mais c'est vrai qu'il a aujourd'hui une renommée internationale. Mais moi, Thierry, je le connais comme un ami, comme un voisin. Vous habitez le même village. On est originaire du même village. Et moi, ce que j'admire chez lui, bien sûr, c'est son talent de sculpteur, mais c'est aussi son attachement à son village, à la montagne, à la vie simple, au désert d'Entremont. J'invite d'ailleurs les Grenoblois et tout le monde à une traversée du désert d'Entremont à la rencontre de Thierry. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'habitants au désert d'Entremont, donc on doit vous trouver assez facilement sur le site. Mais si je peux me permettre un petit aparté, je profite de l'occasion. Le 20 octobre, le vendredi 20 octobre, j'ouvre les portes de mon atelier pour la première fois, en fait. Et donc, il y aura une expo de mon travail. C'est pour la sortie du bouquin. Donc, il y aura une séance dédicace. Et il y aura un concert. Enfin, il y aura plein de trucs ce soir-là, le vendredi 20 octobre. Le 20 octobre au désert d'Entremont, voilà. en Chartreuse. En tout cas, c'est bien d'être resté avec vos racines jusqu'au bout. Vous auriez pu ouvrir un atelier à New York, par exemple. Mais j'en aurais été incapable. Non, c'est très important d'avoir de l'espace. Non, puis, la vie au désert est extraordinaire. J'imagine qu'on retrouvera une œuvre de Thierry sur cette descente des alpages. Chris, un totem qu'on voit là en image. Si vous voulez, ça, c'est aussi une belle histoire, le totem. Moi, j'avais envie de trouver quelque chose qui puisse symboliser un petit peu notre tribu des alpages, puisque c'est une belle histoire d'amitié. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, et puis on a construit avec Thierry ce beau projet du totem qu'il a réalisé de façon, pour moi, exceptionnelle, avec un noyer qui me touche, puisque c'était un noyer d'origine familiale. Voilà, et ce totem, on va en écrire un petit peu l'histoire, j'espère, dans les années qui viennent. Et il permettra aux gens qui partagent les mêmes valeurs que nous de se rassembler comme un petit peu les tribus indiennes autour de leur totem. Non, ça doit être moins facile à déplacer qu'une petite mascotte, un totem comme ça. Oui, voilà, parce que Thierry a vu les choses en grand, donc vu que la sculpture pèse 190 kilos, il faut quand même être un petit peu
nombreux et habiles pour le transporter, on ne risque pas de nous le voler. Bon, il y a des hommes forts en montagne. Donc, Exactement, les montagnards sont vigoureux. Bon, il y a ce livre qui sort aussi au mi-octobre aux éditions Glénat, qui est consacré à votre parcours, à vos œuvres. Un super bouquin avec des photos. Certaines d'ailleurs ont été réalisées par vous-même. Thierry, vous avez aussi ce talent. Oui, les photos de sculpture, et aussi, je profite aussi de l'occasion. Les autres photos sont faites par Monica Dalmasso, qui est une photographe extraordinaire. On en voit certaines là, qui sont impressionnantes. Alors ça, c'est mes photos, Ça, c'est les effectivement. Et je profite aussi, c'est imprimé à la manufacture des Deux Ponts. Donc Glénat, la manufacture des Deux Ponts, des Grenoblois extrauraordinaires. Donc c'est un vrai livre sur votre savoir-faire, mais fait ici par un éditeur grenoblois, imprimé à Grenoble, avec des photos des œuvres que vous avez créées tout au long de votre carrière en Chartreuse. Et il est tout frais, il vient de sortir ce livre. Des projets, d'autres, on a ces portes ouvertes. D'autres projets, une expo à Paris au mois de janvier, et une autre peut-être pour les gens de la région, une expo dans une petite galerie associative de Voiron au mois de février. Ah bah super. Merci Thierry. Il n'y a pas beaucoup d'habitants dans la vallée des Entremonts, encore moins au désert là où il y a votre atelier, mais il y a de belles initiatives dans ce petit coin de Chartreuse. Cédric Blottiot, vous êtes le responsable des activités de l'ESAT du Habert, donc qui est situé sur la même commune. Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste un ESAT ? Alors un ESAT, c'est un établissement de soutien et d'aide par le travail. Nous, on est un petit établissement qui appartient à une grosse association qui s'appelle Espoir 73 et qui accompagne donc plus de 400 personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et l'établissement en question, donc notre ESAT, lui, met entre guillemets au travail les personnes en fonction de leur projet. Nous, on a essentiellement des ateliers agricoles. Donc on a une ferme qui prend une partie exploitation laitière, une fromagerie. On a un atelier de prestations agricoles et environnementales aussi qui travaille 6 mois de l'année dans les vignes et 6 mois pour des agriculteurs, des particuliers, des communes également sur des ouvertures de chemin et des entretiens. Et on a aussi une auberge dans le village. Vous avez un troupeau, un petit peu comme Sylvain, même s'il y a un petit peu moins de bêtes que sur l'alpage du Sénépi. C'est ça, nous on a 35 laitières, plus après tout le renouvellement du troupeau, ce qui représente un peu plus de 70 bêtes, quoi. Alors la différence entre les génisses du Sénépi et vos vaches laitières, c'est que vos vaches, il faut les traire tous les jours. C'est ça. Et du coup, nous, on est en race tarine, donc on les traite 2 fois par jour. Les ouvriers vont les traire 2 fois par jour, parce que c'est bel et bien ça le but de l'ESAT, c'est que ce soit... Oui, que ce soit les travailleurs en situation de handicap qui soient en première ligne. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, l'ESAT a bel et bien une mission d'insertion professionnelle pour essayer de remettre les personnes dans le milieu ordinaire. Après, ça passe par des étapes qui peuvent parfois être longues, mais là, on est bel et bien dans un objectif d'inclusion à la fois sociale et professionnelle, quoi. Ils viendront d'ailleurs certains avec leurs vaches le 14 octobre pour la descente des alpages. C'est ça. Du coup, avec mon collègue Jean-François, on sera 2 à accompagner 2 ouvriers de l'atelier ferme qui vont donc descendre 2 vaches. Une qui restera certainement au stand et il y a un ouvrier qui donc marchera aux côtés d'une de nos vaches fétiches qui, je l'espère, ce sera bien Gigi. Gigi, bon. Alpette, Gigi. Le lait issu de ce troupeau, vous l'avez dit, est transformé sur place par vos équipes. Tout à fait. On va dire 70% de notre production laitière est transformée sur place. Les 30% restants sont livrés à la coopérative laitière des Entremonts. Donc le lait est transformé donc en fromage blanc, en yaourt, en fromage lactique et en bleu de Chartreuse. Donc j'ai pu ramener d'ailleurs une petite tomate du bleu. Le bleu de Chartreuse, qu'est-ce qu'il a de différent avec le bleu du Vercors, le bleu de Chartreuse ? Eh ben, faut le goûter pour le savoir. C'est pour ça que je l'ai ramené. Ouais, ça tombe bien. Voilà, il y a Sylvain qui a son opinel depuis le début de l'émission. Il a une histoire particulière, ce petit couteau, Sylvain ? C'est votre outil de travail ? S'il m'accompagne journalièrement, voilà, il m'aide à faire tout un tas de petites choses. Bon, puis là, effectivement, il y a une belle tome. Je verrai bien. Hein. De bleu, c'est un fromage, même si ici en Isère, c'est le bleu du Vercors, Sassenage, qui est plus connu et le plus réputé. C'est un fromage qui se défend bien dans certains concours. Hein.
C'est ça. Du coup, tout récemment, au Mondial des fromages et des produits laitiers de Tours, on a pu obtenir la médaille d'argent dans la catégorie persillé. Bon, on pourra le goûter sur la descente des alpages Bien sûr, parce qu'il sera présent pour que les gens se rendent compte qu'il y a la chartreuse verte et le bleu du Habert. Bon, on va le laisser, on utilisera le couteau de Sylvain après l'émission, on va pas donner envie à nos téléspectateurs, ils ne peuvent pas le goûter tout de suite, donc on leur donne rendez-vous le 14 pour goûter ce produit. Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait du bleu de chartreuse, on peut en faire dans tous les massifs en fait, c'est pas forcément quelque chose de réservé à un territoire. Ah, le bleu de chartreuse, c'est forcément produit en chartreuse. Ouais. Mais la technique du bleu, ça se décline dans différents styles. Après, ça vient aussi du savoir-faire des monitrices d'atelier et aussi, surtout, des ouvriers. Parce qu'aujourd'hui, ils sont 4 à savoir le produire, quoi. Mais on va dire qu'ils arrivent à... Aujourd'hui, notre fromagerie est quand même assez vieillissante et ils arrivent à stabiliser la production grâce à leur savoir-faire, quoi. Donc c'est bel et bien pour ça qu'on est en plein projet de modernisation de fromagerie. Vous voulez l'agrandir ? L'agrandir, tout casser, tout refaire. Il y a plusieurs objectifs à ce projet. Le premier, c'est un peu de le mettre aux normes, parce que depuis la création, en fait, la fromagerie a subi quelques petits agrandissements, mais elle est aujourd'hui quand même assez vieillissante. Le deuxième point, c'est aussi et surtout de proposer un outil de travail qui soit plus proche du milieu ordinaire pour les travailleurs de l'ESAT. Et ensuite, comme on casse tout, on refait tout, on va le faire de manière intelligente et on va essayer de respecter l'environnement et d'y mettre un peu d'économie d'énergie dans le projet. Vous leur avez donné un petit coup de main, je crois, avec la descente des alpages pour aller trouver quelques subventions pour aider leur projet. C'est surtout, moi, je pense qu'il est important, c'est que ce n'est pas une expérience, c'est quelque chose qui se vit depuis 25 ans. Oui, c'est la vraie vie. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. Et nous, si modestement on peut contribuer déjà à un petit coup de projecteur à l'occasion de la descente et favoriser des relations, des échanges pour les aider à obtenir des financements, on remplira une mission qui est essentielle. Je le dis toujours, la descente des alpages, ça n'est pas que l'organisation d'un moment festif, c'est aussi la construction de beaucoup de choses dans la transmission, dans le rayonnement, et là, dans le développement d'une activité que je trouve formidable et qui a vraiment besoin aujourd'hui d'être mise au goût du jour et aux normes du jour. Bon, c'est pas aux amateurs de la descente des alpages que je vais apprendre que le meilleur ami du fromage, c'est le vin. Et ça tombe bien, puisque ça fait aussi partie des activités auxquelles vos ouvriers, vos travailleurs vont pouvoir collaborer, notamment dans la Combe de Savoie, puisque c'est la période de la vendange. Tout à fait, ils sont du coup en train de terminer, ça devrait se terminer cette semaine. Les travailleurs de l'atelier PAE, Prestations agricoles et environnementales, travaillent donc 6 mois de l'année dans les vignes et donc participent aux vendanges. Et donc, ils travaillent avec des personnes, des saisonniers, du milieu ordinaire. Et donc c'est riche. Il faut être hyper polyvalent, finalement, pour rentrer dans un ESAT comme le vôtre. Il faut traire des vaches, il faut fabriquer du fromage, il faut aller vendanger aussi. Alors, on respecte le parcours et les projets des personnes. C'est les personnes qui choisissent l'atelier. Après, une personne qui est sur l'atelier ferme, comme Patrick, il adore participer aux vendanges. Et du coup, Patrick, il va aux vendanges. Et j'en profite d'ailleurs pour les féliciter, parce que c'est quand même physique. Et honnêtement, je l'ai fait avec eux. Moi, j'en ai plein les genoux, plein les cuisses. Et quand je les vois, il n'y en a aucun qui se plaint. Et c'est quand même beau. Et c'est ça aussi qui est riche, c'est que du coup, c'est enrichissant aussi de participer aux travaux avec des saisonniers du milieu ordinaire. Je pense on a des bonnes parties de rigolade. Voilà. Et Chris Marot le soulignait, c'est pas une expérimentation, ça existe depuis la fin des années 90 dans cette vallée des Entremonts et vos travailleurs sont intégrés dans la vie du village au quotidien, au-delà même de leurs tâches professionnelles au sein de l'ESAT. Voilà, l'inclusion, c'est depuis 98 au Habert, c'est pas juste aujourd'hui. C'est-à-dire que dès le départ, dès la création, c'est pas un foyer d'hébergement qui ressemble à un bâtiment où tous les travailleurs logent là toute l'année. Là, c'est des petites unités qui sont réparties sur le village d'Entremont-le-Vieux et celui de Saint-Pierre-d'Entremont-Isère. Et donc, c'est des locations et ça fait, on va dire, ce côté un peu éclaté en fait, des foyers permettent plus facilement aux personnes chez nous de s'intégrer dans la vie des villages, quoi. On les voit là, enfin, un de vos travailleurs qui fait ses courses comme tout le monde, de façon assez autonome finalement. C'est ça.
Alors chez nous, ça peut être évolutif, c'est-à-dire les personnes peuvent venir si elles ont besoin d'un peu plus d'accompagnement à l'autonomie dans la vie quotidienne, dans un foyer, une petite unité où il y a une présence éducative, des veilleurs de nuit. Et ensuite, au fur et à mesure qu'elles vont acquérir de l'autonomie, elles vont aller vers des colocations un peu grandes, des petites colocations, ou alors à vivre seul, toujours dans le foyer, voire à devenir extérieur. Et donc venir juste travailler en fait à l'ESAT. Et à l'avenir, depuis la réforme des ESAT de début d'année, on peut aujourd'hui cumuler un CDD temps partiel en milieu ordinaire et un CDD temps partiel en ESAT. Et c'est vers ça que nous, on essaye de se tourner. C'est pour ça que je dis qu'on a bel et bien la mission d'insertion professionnelle officiellement, quoi. Ça fait une raison supplémentaire de venir dans la vallée des Entremonts. Si on vient voir les œuvres de Thierry, donc le 20 octobre, on pourra la veille venir goûter les productions de vos travailleurs, puisque vous l'avez dit, les AD gèrent également l'auberge du village. C'est ça. Donc on est sous convention de délégation de service public avec la commune d'Entremont-le-Vieux. On vient tout juste de renouveler la DSP là. Et donc il y a entre 9 et 10 travailleurs avec 3 moniteurs, dont un qui fait plus les remplacements, qui accompagnent donc des travailleurs à une cuisine, sur une cuisine de qualité. Ah bah, ça donne envie quand on voit ces images tournées dans les cuisines. C'est ouvert tous les jours, cette auberge? Alors, normalement, on est ouvert tous les midis de l'année. Et sur la période de juillet-août, on est ouvert aussi certains soirs. Oui, donc ça contribue aussi à la dynamisme d'un village de montagne, le fait que vous soyez ouvert le midi. Tout à fait. Voilà, ça permet pas juste, on va dire, à des personnes qui viennent visiter le coin de se restaurer. Ça permet aussi aux populations locales de venir se restaurer. Et c'est là où est le lien justement aussi avec les travailleurs. On se voit au travail, mais on se voit aussi en dehors, dans le village. Quand je vais chercher mon pain, voilà, c'est un tout. Bon, une belle initiative et des journées portes ouvertes, donc le jeudi 19 octobre de cette auberge et de cet ESAT, donc à Entremont-le-Vieux. Une bonne adresse, c'est pas Chris qui va me démentir, pour aller découvrir ce petit coin de Chartreuse. Pour finir sur cette thématique des savoir-faire, des talents, Chris, un petit mot, toutes les images qu'on a vues, là, notamment de l'ESAT, ont été signées Olivier Escalon, ancien journaliste de Télé Grenoble, de talent, qui est en train de peaufiner la fin d'un documentaire lié à notre savoir-faire de ce territoire de Chartreuse. Exactement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura des savoir-faire de la montagne qui seront présents le 14 octobre, mais on a aussi réalisé avec Olivier un film que je trouve magnifique sur le savoir-faire d'une famille de charpentiers installée en Chartreuse, donc la 6e génération aujourd'hui à 20 ans. Voilà, ce sont des jeunes formidables, meilleurs apprentis de France, qui réalisent un travail un petit peu exceptionnel. Et avec Olivier, on est allé à leur rencontre et on les a filmés tout au long de l'année, en forêt, dans l'atelier, sur des chantiers emblématiques comme la buvette Cachat à Évian, au château de Visil. Voilà, et on a un film aujourd'hui qui est prêt à être diffusé, j'espère sur Télé Grenoble à l'occasion d'une soirée spéciale. Voilà, et qui est une magnifique présentation d'un savoir-faire qui doit être conservé, qui doit être perpétué. Et puis c'est aussi une belle histoire de la vie tout court, avec une relation un peu différente au temps, avec une vision un petit peu décalée de l'écologie, par des gens qui vivent cette écologie, qui vivent cette transmission, qui vivent cette vie de la montagne au quotidien et depuis 6 générations. Et je crois qu'ils ont une belle leçon à nous donner. Et j'invite tout le monde à participer à ces projections qui auront lieu dans les semaines qui viennent. Ça s'appelle Génération au pluriel, vous avez dit 6 générations de charpentiers, donc un documentaire d'une 50aine de minutes, effectivement, qui sera projeté dans les prochains mois. En tout cas, on va organiser ça sur Télé. Exactement, et la descente des alpages, c'est aussi ça, comme on l'a dit, c'est aussi la promotion de certaines belles actions comme les ESAT, c'est la promotion d'artistes, enfin, même pas, il n'y a pas besoin de ça, mais en tout cas, des liens avec des artistes de renommée internationale, mais c'est aussi la production de films comme ceux qu'on a réalisés déjà depuis quelques années avec Olivier, avec, moi je trouve, un petit peu le couronnement, ce film, sur nos charpentiers de Chartreuse. Ah ben on a hâte de le découvrir sur notre antenne notamment. Merci à tous les quatre. Je rappelle la sortie de ce livre, Thierry Martenon, sculpteur de bois, et donc c'est le sous-titre, c'est des textes de Jean-Louis Roux, qui est aussi un local de l'étape, et avec des superbes photos, on en a vu quelques-unes
Tout à l'heure, j'ai oublié de mettre le petit bandana traditionnel, le vert, la couleur de la descente des alpages. Il me va bien, Chris Exactement, et j'invite tous les Grenoblois présents le 14 octobre à porter leur bandana. Modestement, on essaye de faire un petit peu comme pour les fêtes de Bayonne, avoir notre petite identité colorée avec un petit bandana que l'on n'aura pas trouvé le jour de la manifestation. J'ai mis ma serviette, je vais pouvoir déguster le bleu de Chartreuse. Merci en tout cas à tous les 4. Et puis voilà, dernier petit clin d'œil, comme ça on est complet, de Miss Alpette. À très vite pour d'autres aventures. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.